important quand vous voulez concevoir une recette. Alors justement, dans cette conférence, on va aussi aborder la conception d'une recette. Parce qu'on classifie en général des produits pour faire une amorce entre neutre, dispersant et collant. Mais une fois qu'on a dit ça, si vous voulez pêcher en étang, vous vous posez toujours la question, oui d'accord, mais je mets combien de pourcentage de produits neutres, combien de collants, combien de dispersants, et si je mets en canal, est-ce qu'il faut que je change complètement la proportion des uns et des autres? Donc ça va être un peu le thème de ce débat. Comment concevoir une amorce? Quelle est la proportion, par exemple, de chapelure qu'il faut mettre par rapport au povéin ou au babycorn ou à d'autres produits? Et ensuite, répondre à cette question, quel type de mécanique est plus ou moins efficace selon les conditions de pêche? Évidemment, vous pêchez tous dans des endroits différents, que ce soit des étangs, des lacs, des rivières, des canaux, et à chaque fois, il faut adapter vos amorces. Il n'y a pas d'amorce universelle qui pourrait être utilisée un peu partout. Il faut s'adapter. Et le bon pêcheur, c'est celui qui arrive à savoir, à partir d'une base qui est souvent un peu commune, quel produit ajouter ou retirer pour réussir à faire une amorce adaptée aux conditions de pêche, non seulement au lieu, mais aussi à la saison. Voilà, j'ai pas mal parlé, maintenant je vais laisser la place aux champions, mais je vais surtout aller vers vous. Et je vais attendre vos questions. Alors, quel est le premier qui veut se lancer pour poser une question? C'est comme à l'école, il y a toujours le premier qui c'est un peu difficile, ils hésitent à poser des questions. Ne me dites pas que vous n'avez pas de questions sur les amorces. C'est beau, il faut pas faire un peu. Ils sont là pour répondre à nos questions. Ah, voilà la première question. Allons-y. Moi, c'est juste pour savoir un peu la quantité au début. Parce qu'on voit beaucoup en compétition, en fait, vous en balancez énormément. Est-ce que nous, quand on est tout seul dans notre étang sur notre parcelle, il faudrait en mettre autant que vous, entre guillemets, pour faire amener le poisson, ou c'est pas nécessaire, quoi? Ça, c'est une très bonne question. On va demander à Alexandre de se lancer sur ce sujet. Est-ce qu'on a besoin de jeter vraiment beaucoup d'amorces quand on est tout seul? Alors, j'ai envie de dire que ça dépend des conditions de pêche et surtout de la quantité de poissons qu'il y a à prendre là pour pêcher. Évidemment, si vous voulez prendre 20 gardons, 30 gardons et que l'étang n'est pas beaucoup peuplé, il n'y a pas besoin de jeter des quantités astronomiques. Les compétiteurs en lancent beaucoup quand il y a beaucoup de poissons à attraper, mais ils en lancent aussi beaucoup moins quand il y a beaucoup moins de poissons à attraper. Ils sont capables de faire la part des choses sur la quantité de poissons. Et après, il y a aussi moyen de jouer avec les quantités de terre, d'appauvrir l'amorce. On peut lancer 15 boules d'amorce. Elle peut être relativement pauvre et elle peut être beaucoup plus adaptée à des pêches beaucoup plus dures. Donc avec cette quantité de terre que vous allez incorporer dans l'amorce, vous allez jouer sur la richesse du mélange. Et le fait de faire une tâche va permettre aussi au démarrage d'attirer les poissons de la zone. C'est pas parce que vous allez lancer 10 bulles d'amorce que vous allez les nourrir et les gaver beaucoup. Je ne sais pas si Didier tu as quelque chose à rajouter là-dessus ou Romain, mais ça veut dire que tu penses qu'il faut quand même jeter beaucoup de boules. À rigueur, si tu penses que la pêche va être difficile, tu te dis je vais rajouter pas mal de terre, comme ça j'abaisse la valeur nutritive de ce que je vais lancer, mais quand même tu penses que c'est important de jeter quand même pas mal de boules d'amorce ou de terre, peu importe. Donc en fait tu modules la richesse de ton mélange, mais tu continues à jeter quand même beaucoup de boules. C'est-à-dire que tu préfères jeter, mettons, 15 boules avec 80% de terre, plutôt que l'équivalent en amorce sans terre, c'est-à-dire genre 2 boules simplement et sans terre. Tout dépend des conditions de pêche. Si on pêche dans un étang qui est fort peuplé, où on sait qu'il y a des poissons dans la zone, on n'a pas forcément besoin de faire un nuage, d'attirer les poissons et tout. Si on pêche dans un canal qui est peu pêché, où les poissons se trouvent un petit peu plus loin, c'est toujours bien de lancer un peu d'amorce pour créer un appel et faire bouger le banc de poissons et attirer sur votre coupe. Ça, c'est clair et net. Voilà. C'est vrai qu'il y a aussi souvent un appel, le bruit des boules qui tombent dans l'eau. Paradoxalement, on pourrait croire que ça effraie les poissons, mais sur certains types de parcours, alors sur les parcours très sauvages, c'est pas toujours le cas, mais sur certains types de parcours, les poissons, ils ont l'habitude que quand il y a des boules qui tombent dans l'eau, ça fait une résonance et ils se disent, tiens, il y a de la nourriture qui arrive, donc en fait, ils sont curieux, ils viennent voir ce qui se passe. Et ce qui est important aussi à dire, c'est que les poissons, ils sont curieux. Donc au départ, il ne faut pas hésiter de faire un appel, ils sont curieux, les poissons. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire un appel, et puis après, il faut adapter et moduler suivant les poissons
suivant les conditions de pêche tout simplement, parce que c'est jamais pareil et c'est ce qui fait le charme de la pêche. Peut-être de Romain, en complément, c'est l'avantage d'avoir 3 champs au lieu d'un. Je suis d'accord avec ce qu'ils disent par rapport à l'appel de l'amorçage. Après, je vais continuer sur ce que Alex a parlé par rapport à la terre. Alex, il nous parle d'ajouter de la terre dans l'amorce de manière à l'appauvrir, mais après, il faut aussi adapter la terre que vous allez ajouter dans votre amorce. Ça peut être de la terre de sol, comme il dit, pour faire un appel, un nuage pour attirer tous les poissons qu'il y a dans la zone, ou alors, quand on veut sélectionner la taille des poissons, il faut aussi remplacer la terre de sol par de la terre de rivière, de manière à éviter que ça trace davantage, et pour sélectionner des fois la taille des poissons. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie amorçage. Je pense que c'est pas mal. Juste, moi, je voudrais revenir sur ce qu'il dit. C'est bien, c'est parfait ce qu'il dit. Comment ? Romain, pardon. Et en fait, ce qui est important, en fait, la terre de rivière, c'est uniquement après pour descendre des éches, soit des casters, des vers de terre. Voilà, ça c'est vraiment très important. Vous n'allez pas pouvoir le faire correctement avec une terre de somme. Et alors effectivement, j'en profite juste pour dire un petit truc, parce que c'est aussi une question que l'on retrouve assez souvent dans le magazine ou par les réseaux sociaux, c'est la fameuse terre de rivière. Pourquoi ça s'appelle une terre de rivière? Est-ce qu'on peut l'utiliser en dehors des rivières? Ça revient souvent, parce que ça s'appelle terre de rivière. Donc si je pêche en canal ou en étang, je ne peux pas utiliser de terre de rivière, c'est marqué terre de rivière. En fait, je pense que vous allez pouvoir intervenir là-dessus. La terre de rivière, elle porte ce nom parce que c'est une terre qui est lourde et collante, donc évidemment qui est adaptée au cours d'eau, où il y a du courant, mais vous pouvez très bien avoir besoin d'une terre collante et lourde en étang ou en canal. Alors, je vous laisse intervenir là-dessus pour dire dans quelles conditions, par exemple, dans les étangs, on peut avoir besoin d'utiliser une terre de rivière, parce que c'est un peu paradoxal, si je pêche dans un étang où il y a 2 mètres d'eau, où il n'y a pas de courant, pourquoi est-ce que je vais mettre une terre de rivière? C'est de la mécanique. Ben voilà, donc la terre de rivière, ça va aussi jouer sur la profondeur qu'on peut avoir dans un étang. Donc des fois, on peut pêcher dans des étangs de taille moyenne, mais avec des grandes profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 4-5 mètres, sans problème, ou même des ballastières. Donc, les ballastières, c'est des grandes gravières. Donc ça peut jouer aussi sur la profondeur et aussi la taille des poissons. Si par exemple, c'est une pêche de petites plaquettes, allant jusqu'à 400 grammes, on va plutôt alors utiliser la terre de somme. Et quand ça va être une pêche avec des plaquettes et des gros gardons, on va plus prendre, quand je dis des plaquettes assez jolies, c'est après 500 grammes, on va plus utiliser la terre de rivière. Donc comme disait Nico, c'est pas parce que ça s'appelle la terre de rivière qu'on ne peut pas l'utiliser en étang. Voilà. Donc il faut bien prendre ça en considération. La terre de somme ne s'utilise pas que dans la Somme. C'est pareil. Alors, je veux voir, tu as quelque chose à dire pour je veux dire, entre la terre de somme et la terre de rivière, c'est exactement pareil. C'est pas parce que c'est marqué terre de rivière qu'on ne peut pas l'utiliser en étang. C'est comme si vous prenez une amorce spéciale gardon, vous allez pouvoir prendre des plaques, vous allez pouvoir prendre aussi des plaquettes, des brins. Voilà. Alors, peut-être une autre question maintenant sur les. Ah, voilà, ça y est, c'est parti maintenant. Quel intérêt de mélanger les deux terres? Ah, la fameuse double terre, peut-être? Alors, là, on va aborder un sujet assez vaste. Effectivement, est-ce qu'on peut déjà mélanger de la terre de rivière et de la terre de Somme sans parler de double terre? Ensuite, on va parler peut-être de vos conceptions de double terre. Ça peut être intéressant parce qu'on en parle souvent de cette double terre et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop s'il faut mettre de la terre de Somme, de la terre de rivière, avec de l'argile grise ou de la matolite, c'est un peu la même chose. Donc on va répondre à cette question en 2 temps. Déjà, est-ce que c'est possible de mélanger dans une amorce de la terre de rivière et de la terre de Somme? Dans l'idée, j'imagine, de se dire, je vais faire un petit nuage avec de la terre de Somme, mais en même temps, j'ai besoin d'une amorce un peu plus lourde, donc je vais mettre de la terre de rivière. Est-ce que c'est possible ou pas? Bien évidemment, tu as répondu à une partie de la question, Nicolas, mais c'est tout à fait possible. Moi, je le fais régulièrement. Je mélange souvent un paquet de terre de Somme et un paquet de terre de rivière dans mon amorce. Tu l'as dit, la terre de Somme pour créer un petit appel, quelque chose qui fume avec le nuage pour attirer les poissons, et la terre de rivière pour alourdir un peu l'amorce et avoir quelque chose qui tienne plus au fond. Donc oui, c'est totalement possible à ajouter dans l'amorce, ou après on va le voir par la suite en double terre pour déposer à la coupelle et pour déposer des éches. C'est également possible de mélanger une terre de Somme et une terre de rivière, et même d'ajouter de la bentonite
ou du liant à coller pour la rendre plus collante. Avec cette double terre, on va avoir quelque chose qui va aller au fond, alourdi avec la terre de rivière, mais qui va quand même laisser un petit nuage et qui va attirer les poissons, les plaquettes, les brèmes, les gardons sur le fond. Donc oui, c'est totalement possible. Dans l'amorce ou non, on peut mélanger toutes sortes de terres entre elles. Ouais, c'est tout à fait possible, parce que Alex a bien résumé. Avec la terre de somme, vous allez prendre un petit peu, ça va vous faire un petit nuage, ça va vous faire un petit nuage, et puis ensuite, la terre de rivière, ça va donner un peu de densité à votre amorce. Il n'y a aucun problème. Romain aussi, c'est sur les mêmes. Non, mais je suis du même avis de Donc en fait, Alex. on peut presque faire une recette de terre. Quand on prépare une amorce, on fait un peu de chapelure, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, on met un peu de collant, un peu de dispersant ou un peu de tracite pour nuager. Mais en fait, vous pouvez faire sur les mêmes bases une recette à partir de différents types de terre. Donc vous avez le produit collant pour l'amorce, ça va être du PV1, on va dire. Voilà, pour une terre, ça va être plutôt la terre de rivière. Mais vous voulez un aspect un peu plus nuageant, bon, bah, dans une amorce, vous allez mettre une farine un peu comme de la gaude, ou ça, pour créer un petit nuage. Voilà. De la même façon, vous mettez cette fois-ci de la terre de sol. Ensuite, vous voulez vraiment quelque chose de très très collant, bah, vous rajoutez de la bentonite. Donc n'hésitez pas, comme vous faites des recettes d'amorce, à faire des recettes entre guillemets de terre. Il y a même un produit qu'on n'entend pas trop parler, mais c'est des terres un peu végétales, des sortes de tourbes. Ouais, C'est dispersant. Ouais, la terre végétale, plutôt utiliser l'hiver, on peut mélanger tout à fait avec de la terre de rivière pour obtenir un petit peu un produit homogène. C'est vraiment à utiliser l'hiver. L'été, non, faut oublier ça. Mais l'hiver, c'est possible de pêcher qu'avec de la terre de rivière et de la terre végétale. Avec, en mettant un petit peu de fouillis, des casters. Faut bien essayer l'hiver. Hein. Je conseille plutôt l'hiver. Ouais, voilà, donc pour continuer sur ce que Didier dit, mélanger la terre de rivière avec la terre végétale, c'est super intéressant. Moi, ce que je fais, je mélange toujours un tiers de terre de rivière pour un tiers de terre végétale. Donc ça permet d'avoir un mélange collant, sombre, mais qui s'ouvre rapidement avec les dèches quand ça arrive sur le fond. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bien pour la pêche en hiver. J'en profite, je rebondis. Garde le micro, Romain, parce que tu es un pêcheur au coup, mais tu es aussi un spécialiste du feeder. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a des pêcheurs au feeder, mais tu parles de ce mélange de terre, rivière, terre végétale. Est-ce qu'on peut le faire aussi dans un feeder, ou est-ce que c'est bon qu'à la poubelle? Exactement, et c'est là où le sujet de la terre peut s'étendre sur tous les points de vue et sur toutes les techniques, que ce soit la pêche au coup, à l'amorçage lourd ou pour la pêche au feeder. Et on peut utiliser effectivement le mélange de terre que je viens de vous donner là, avec la terre végétale dont Didier parlait, et aussi on peut utiliser la terre de rivière bien tamisée, remouillée au feeder, mais sans liant à coller, de manière à ce que ça ne reste pas trop longtemps dans votre feeder. Il faut avoir quelque chose de granuleux, mais simplement quand vous voulez emmener énormément d'èche au fond de l'eau avec votre feeder, donc des vers de terre, des fouillis ou même des casters, et ben ça c'est idéal. Donc il faut préparer le même principe qu'une double terre, mais sans le liant à coller, et toujours bien la tamiser. Voilà. Donc ça c'était pour la pêche au feeder. Même pour la pêche au feeder, je pense que Romain aussi va contredire, mais on peut utiliser pour la pêche au feeder l'argile, la terre de somme aussi, hein, pour faire un appel, pour créer un nuage quand vous êtes un peu dans la panade et qu'il n'y a plus beaucoup de solutions, c'est bien, on peut utiliser la terre de somme aussi au feeder. Moi, j'utilise la terre de somme, j'en ai toujours avec moi, que ce soit en partie de pêche loisir ou concours ou même championnat, j'ai toujours un demi-litre de terre de somme avec moi pour la pêche au feeder. Alors, je ne vais pas le mettre entièrement dans mon feeder, parce que la pêche au feeder, on sait tous qu'on essaye de sélectionner la taille des poissons, donc le nuage, on évite, mais de temps en temps, ça peut être bien de faire des bouchons. C'est-à-dire, on charge un peu d'amorce dans son feeder, un petit peu de terre, une petite pincée qu'on vient prendre dans une autre boîte, on vient ajouter dans le plaque d'amorce, et on referme avec de l'amorce. Et ça, c'est vraiment intéressant pour les pêches de plaquettes, ou quand le poisson il a mordu, il répond plus présent et ça permet de le faire revenir sur le poste. Ça, c'est intéressant. Bien, alors maintenant, on va enchaîner avec la fameuse double terre. Alexandre va nous en parler.
La double terre, alors je vais reprendre un peu les questions que moi j'entends souvent, hein, je vais vous relayer, je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent ce type de questions. C'est déjà la double terre, définition. Est-ce que c'est de la terre de rivière avec de la bentonite, ou est-ce que c'est de la terre de somme avec de la bentonite, ou est-ce que c'est même un mélange, pourquoi pas, de terre de rivière, terre de somme plus bentonite. Je me souviens d'un sujet qu'on avait fait dans l'Infopêche, on avait appelé ça la trithérapie d'ailleurs avec Alan Scotton, où il expliquait qu'il ne faisait pas de la double terre, il faisait de la triple terre. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on met là-dedans, comment on le prépare, comment on peut faire pour le mélanger, parce que c'est un élément très important, et ensuite peut-être comment on l'utilise en pêche au goût pour des avançages souvent à la coupelle. Alors, à toi Alex, pour déjà la composition d'une double, voire d'une triple terre. Alors, comme tu l'as dit, il n'y a pas de règle pour la double terre. On peut très bien l'utiliser avec de la terre de rivière, avec de la terre de somme, avec les deux mélangés à la bentonite. Il n'y a aucune règle, et c'est vraiment les conditions de pêche et les poissons que vous ciblez qui va dicter ce que vous pouvez faire au final. Donc la double terre, à la base, c'est quelque chose fait pour véhiculer des éches et les descendre de manière précise à la coupelle pour sélectionner la taille des poissons. Si vous ciblez les plaquettes, des fois ça sera mieux d'utiliser de la terre de somme avec de la bentonite pour ce côté nuageant et attirant pour les plaquettes. Si vous sélectionnez les grosses brèmes, ça sera mieux d'utiliser de la terre de rivière et de la bentonite pour avoir quelque chose qui est très collant, pas nuageant et qui descend rapidement au fond. C'est vraiment les conditions de pêche et les poissons que vous recherchez qui va dicter ce que vous devez faire avec la double terre ou la triple terre. L'intérêt de la triple terre, c'est d'avoir quelque chose qui va être collant et nuageant et qui va descendre rapidement, mais qui créera quand même un petit nuage et qui va être attractif pour les poissons. C'est exactement la même chose qu'avec la morse quand on ajoute de la terre de somme ou de la terre de rivière. Avec la double terre ou la triple terre, on peut faire tous ces mélanges sans aucun problème. Il faut juste s'adapter aux conditions du jour et aux conditions de pêche et aux poissons que vous recherchez. Donc, voilà. Peut-être Didier va nous dire maintenant comment lui il prépare. Maintenant qu'on a vu un petit peu la composition, on va voir la préparation avec Didier, puis après l'utilisation à corps inconscient. Voilà, je pense que Alex il a tout résumé. Hein. Au départ, moi qui est bon ami avec Alan Scotton, la double terre, moi j'ai vu les premières fois que j'ai pêché avec Alan, la double terre c'était la terre de rivière avec du liant incollé. Voilà, c'était uniquement pour permettre à descendre des ailes sur le fond facilement. Après, comme a dit Alex, il faut l'adapter aux poissons recherchés, si les poissons sont plus ou moins gros, si c'est la rivière, s'il y a du mouvement, s'il y a de la profondeur. Si la profondeur, il faut utiliser la terre de rivière avec du liant incollé. Après, il y a une multitude, hein, je pense qu'on n'aurait pas assez d'une heure pour parler de la terre, mais ce qu'a dit Alex, c'est vraiment, c'est parfait. En termes de préparation, parce que là on dit je mets de la terre de rivière avec de la bentonite. Et moi je suis sûr que la moitié de la salle qui se dit d'accord, mais combien de bentonite par rapport à combien de terre? Et est-ce que c'est autant de bentonite si je la mets dans ma terre de rivière, ou est-ce qu'il faut que je mette plus de bentonite si j'utilise de la terre de somme plutôt que de la terre de rivière? C'est des questions vraiment pratiques. Je pense que les gens ils veulent aussi des volumes ou des pourcentages, comme vous voulez, de combien on doit mettre de bentonite. Alors j'imagine que vous allez me répondre, ça dépend du coin. Si c'est plus profond, j'en mets un peu plus. Mais enfin, au moins une notion un petit peu, est-ce que c'est 100 grammes ou 1 kilo, quoi? Ouais, voilà, il faut avoir une notion pour au moins commencer à préparer la double terre. Moi, je sais pas, on va demander votre avis après, les gars, mais moi j'utilise toujours 200 grammes de liant incollé pour 2 kg de terre de rivière. Et après, je la tamise et je la remonte 10%. 10%, c'est bien. Ouais. Oui, une dizaine de pourcents pour commencer, mais après, comme Nicolas l'a dit, ça dépend aussi des conditions de pêche, de la profondeur. On va mettre évidemment un peu plus de liant pour pêcher dans 6 mètres d'eau dans une rivière où il faut pêcher avec un plat de 20 grammes que dans un étang où il n'y a pas de courant avec 1,50 m d'eau. Donc ça va aussi dépendre des conditions de pêche. Tu as peut-être une limite quand même. Tu ne vas pas mettre 50% de bentonite avec 50% de terre. Non, 50% non, mais on va dire qu'on peut varier entre 5 et 25-30% si on veut vraiment quelque chose de collant. Voilà. Alors, en termes de préparation maintenant, parce que la double terre, ça demande un petit coup de main, c'est pas forcément évident pour tous les gens qui n'ont jamais préparé. Donc,
J'ai mon seau, je mets ma terre de rivière ou ma terre de Somme ou le mélange des deux, on a bien compris, et puis j'ai mes 10% de bentonite ou mes 15% de bentonite dans un petit bac à côté. Je mets tout ça là-dedans et je mélange à la main et je t'avise ou comment je fais? Moi, ce que je vous conseille pour bien préparer la terre, déjà, pas trop utiliser une amorce ou une terre trop sèche. Et ce qui est important, c'est d'utiliser un batteur. Parce que sinon, à la main, c'est quand même un peu de travail. Surtout quand on commence à ajouter le liant à coller, vous allez obtenir une pâte. C'est bien d'utiliser un broyeur. Et ensuite, moi, ce que je fais, moi, je suis un petit peu maniaque. Je vais repasser au tamis. Voilà. Donc, mais vraiment, utiliser un broyeur, ça sera beaucoup plus facile. Et juste pour rebondir sur ce que Didier dit, pas utiliser des terres trop sèches, c'est la réalité. Ça peut arriver d'en avoir dans des paquets ou dans une terre que vous avez ramassée. Si vous devez la réhumidifier un petit peu, au batteur c'est parfait, mais utilisez un vaporisateur. Allez-y vraiment doucement pour éviter d'obtenir une pâte et quelque chose d'inutilisable. Donc on peut la réhumidifier, mais il faut y aller vraiment doucement avec la terre. Donc un vaporisateur et un batteur, c'est parfait. Et puis, pour clôturer la préparation de la double terre, quand vous avez fini de mettre votre batteur et fini d'humidifier la terre comme vous le souhaitez, moi ce que je vous recommande pour avoir un mélange vraiment homogène, c'est d'utiliser un tamis avec une grille de 4 mm et de le passer gentiment au tamis. Et comme ça, vous allez avoir un mélange de votre terre qui sera vraiment homogène, avoir des petites billes de terre, et ça sera parfait pour confectionner des boules. Elles ne vont pas s'ouvrir au lancer ou dans votre coupelle quand vous allez l'emmener sur votre cou ou même dans votre feeder. Voilà. Tu as parlé des petites billes, c'est aussi une manière purement visuelle de voir si on a bien réussi la double terre ou pas. Votre double terre, au final, vous pouvez obtenir non pas une terre homogène, mais sous la forme de toutes petites billes. C'est pour ça que c'est aussi efficace, c'est parce que quand vous collez toutes ces petites billes entre elles, vous avez évidemment des interstices entre les billes, et c'est la raison pour laquelle quand la boule va arriver sur le fond, l'eau va s'infiltrer évidemment dans ces billes, et la boule va s'ouvrir relativement rapidement, alors qu'elle était très lourde et très collante au départ. Donc c'est tout le secret en fait de cette double terre, pourquoi elle est aussi efficace, en particulier pour déposer des èches à la coupelle. Donc vous avez quelque chose de très lourd, très dense, qui descend donc rapidement, sans qu'il y ait de petites particules ou d'èches qui se libèrent entre deux zones qui risqueraient d'attirer des petits poissons. Une fois sur le fond, la boule, en revanche, elle va s'ouvrir rapidement, tout simplement parce qu'il y a ces interstices entre les petites billes. Donc si dans votre double terre, votre préparation, à la fin, vous n'avez pas ces petites billes, vous risquez d'avoir une terre qui va, vous allez faire des boules compactes, lourdes, de la même façon. On ne va jamais s'ouvrir, ou alors on va mettre une demi-heure. Juste une petite chose là-dessus aussi, pour rebondir sur ce que dit Nicolas. Faites attention avant d'incorporer les èches dans votre double terre. Par exemple, si vous voulez incorporer des pinkies morts, ou des asticots morts, ou des vers de terre coupés, à bien essorer vos èches. Parce que si vous incorporez quelque chose de trop humide, vous allez vous retrouver vite avec une pâtée et quelque chose d'inutilisable. Donc ça, c'est très important, surtout pour les vers de terre coupés, parce qu'on le sait, ça rend énormément d'eau et de jus. Essorez-les bien avant de les incorporer dans la double terre pour éviter d'obtenir une pâtée inutilisable. Donc ça, c'est une petite astuce. Ça, c'est vraiment important. Hein. Et utilisez une petite passoire toujours avec vous, comme ça, vous faites couler l'eau. Et comme ça, vous n'obtenez pas une pâte incroyable avec votre terre. Bon, alors maintenant, les terres, c'est un petit peu réglé. On va reparler peut-être d'amorce, de composants d'amorce ou de composition de recettes. Est-ce que j'ai des questions? Par ici, j'ai une question, j'arrive. Je suis désolé, c'est encore sur la terre. Lors d'un reportage d'Afropêche, on a parlé pour la pêche au feeder sur des feeders fermés, de faire des boutons d'amorce avec de la terre sèche. Est-ce qu'il y a un intérêt de mettre de la terre sèche pour les feeders fermés avec de l'amorce? Alors là, on va laisser répondre Romain peut-être. C'est de la pêche au feeder. Moi, pour ce qui me concerne, personnellement, je n'utilise pas la terre sèche, mais toujours légèrement humide. Et voilà, donc soit j'utilise, comme on disait tout à l'heure, la terre préparée sans liant à coller de manière à emmener des vêches pures sur le fond. Et comme disait Alex, bien essorer les vêches, surtout au feeder pour que ça puisse sortir.
Et après, de manière à faire un nuage, alors je vais faire un petit bouchon de terre légèrement humide, mais jamais fraîche. Non, parce que ça va être beaucoup trop volatile et avec la profondeur, le temps que le feeder arrive au fond, vous allez tracer sur toutes les couches d'eau, il n'y aura pas un grand intérêt. Alors, on va repartir sur les amorces. La question, je pense, a une bonne réponse. Sur les amorces, il y a quelque chose qu'on me pose aussi assez souvent, c'est est-ce qu'il y a une limite du nombre de composants pour créer son amorce? Parce que dans les recettes, on peut mettre 50 000 produits. Alors, il suffit de lire la liste des catalogues de 160 champions de frites pour se rendre compte que des farines, il en existe des dizaines et des dizaines. Donc j'ai souvent la question, je veux faire une recette d'amorce, est-ce que je peux remettre 4 composants, 5 composants, est-ce que je peux remettre 10 ou 15, est-ce qu'il y en a qui se nuisent les uns les autres, est-ce qu'il y a des produits qu'il faut associer systématiquement ou pas? Donc là, je vais demander quand même à Monsieur Plus de nous dire ça, parce que non, mais bon, les recettes. Moi je pense, j'ai toujours, pour moi, une amorce, c'est comme un grand chef cuistot. Alors je sais, Nicolas va me parler de la fraîcheur et tout, mais un grand chef cuistot, qu'est-ce qu'il utilise? Quand tu veux cuisiner un poisson, c'est un poisson frais, une viande rouge, il faut que la viande soit très fraîche. Et après, qu'est-ce qu'il va? Il va pas mettre une multitude de produits. Et une amorce, c'est exactement pareil. La base de l'amorce, tout le monde sait, c'est la chapelure. Ensuite, il faut un collant, ce qu'on appelle généralement le PV1, et ensuite, soit du biscuit, soit du babycore, il faut toujours un dispersant, copra, coco, voilà. Et aussi, dans le commerce, il y a aussi de bonnes amorces composées, chez Champion Fit, chez Sensas. Vous pouvez trouver à votre goût toutes les amorces inimaginables, toutes les couleurs, voilà. Après, moi, c'était un peu ma passion, donc j'aime bien préparer mon amorce, voilà. Et est-ce que tu as un nombre de composants que tu ne veux pas dépasser? Est-ce que par exemple, ça t'arrive d'avoir des recettes avec 10 produits différents? Non, moi j'utilise 5-6 produits, comme toutes les recettes qu'on vous donne sur le magazine avec Nico, à travers les vidéos. Une fois que j'ai utilisé de la chapelure, du PV1, du babycorn, un biscuit, un coco, déjà avec ça on fait du chemin, quoi. Merci. Là, on va demander à Alexandre peut-être. On va compléter peut-être la question avec Alexandre, justement sur les compositions de ces recettes. Est-ce qu'elles peuvent être faites avec des paquets d'amorces déjà tout faits? Il va nous répondre aussi avec Champion Fit, c'est-à-dire que, par exemple, je veux pêcher en étang des gardons. Est-ce que je peux mélanger l'amorce 3000 étangs avec de la 3000 gardons? Est-ce que je peux faire des gardons en étang? Si c'est un gardon en rivière, ou est-ce que... Et combien, pareil, de paquets éventuellement je peux mélanger? Parce que moi j'ai déjà vu des champions qui utilisent 4 paquets d'amorces différents pour réaliser leur propre recette. En fait, ils font leur recette, un peu comme le fait Didier. Didier, lui, il part sur des bases, j'ai ma base, c'est ma chapelure, je mets mon collant, c'est mon PV1, mon dispersant, c'est le coco ou le copra, éventuellement des graines grillées, et puis j'ai l'aspect plutôt nutritif et gustatif, où je vais jouer avec les biscuits ou des produits plus sucrés. Est-ce que donc on peut faire des recettes, vous allez répondre tous les deux, avec des amorces du commerce, sans avoir à réfléchir à est-ce que je dois mettre tant de chapelure, tant de PV1, tant de machin. Donc, moi j'ai déjà des recettes que des champions ont déjà préparées, mais j'ai envie d'adapter évidemment mon point de pêche. Est-ce que je peux mélanger plusieurs paquets différents? Et dans ce cas-là, comment je choisis? Est-ce que je mets par exemple, je reprends mon exemple de la pêche du gardon en étang, est-ce que je dois mettre 3 paquets d'étang et un paquet de gardon, ou 3 paquets de gardon, un paquet d'étang, etc. Alors, oui, tout à fait. On peut évidemment mélanger toutes sortes d'amorces entre elles. Le plus important dans tout ça, comme d'habitude, c'est d'adapter le mélange aux conditions du jour et aux poissons que vous recherchez. En mélangeant 1, 2, 3 paquets d'amorces, on va obtenir un mélange des fois plus collant, des fois moins collant, et ainsi de suite. Et le plus important, c'est toujours de s'adapter aux conditions du jour, en ajoutant bien évidemment de la terre après par la suite si vous pêchez dans plus d'eau, dans moins d'eau, si vous voulez nuager, pas nuager. Mais en termes de composition d'amorce, moi j'utilise uniquement des paquets du commerce, et en mélangeant de 1 à 3 mélanges différents, on arrive à quasiment tout faire et à obtenir le résultat souhaité pour pêcher dans toutes les conditions qu'on peut rencontrer au bord de l'eau.
Donc en fait, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, toujours le même sujet, la mécanique en fait. Tu vas ajouter un paquet de, par exemple, de rivières ou de carpes fines pour son sas, qui sont des avances plus collantes, plus nourrissantes, si tu dois pêcher dans un endroit plus profond ou s'il y a plus de beaux poissons. Tu vas rajouter ça à une base, par exemple, d'étang, ou une base de moulinet, ou d'autres trucs comme ça. Mais donc, on est toujours sur la mécanique, en fait. Exactement, tout à fait. On module avec des amorces moins collantes, plus collantes, on ajoute de la terre, et au final, on arrive au résultat obtenu, et ce que tu dis, c'est le plus important. On obtient la mécanique de l'amorce qu'on souhaite pour cibler tel ou tel poisson dans telle ou telle condition. Mais c'est vraiment modulé sur ces paramètres-là, avoir quelque chose de plus collant, moins collant, plus nuageant, moins nuageant, qui va être le plus important au final pour attraper les poissons. Donc là, on ne parle pas du tout de l'aspect gustatif, attractif, des choses comme ça. On est vraiment calé sur l'aspect mécanique. Mais est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des amorces qu'il ne faut surtout pas mélanger l'une avec l'autre? Je ne sais pas, moi, de la 3000 brème et de la 3000 Gardot. Est-ce que je peux faire ça, par exemple? Honnêtement, la seule limite, c'est ton imagination. Après, tu peux mélanger toutes sortes d'amorces entre elles, il n'y a aucun problème. L'idéal, c'est quand même de rester cohérent dans ce qu'on fait. Si on pêche les brèves et les plaquettes en été et avoir quelque chose d'un peu plus nourrissant, d'un peu plus clair, ça sera toujours mieux. Si on pêche les gardons en hiver dans une eau translucide, avoir quelque chose de sombre, un peu moins collant, ça sera toujours mieux. Il faut vraiment s'adapter aux conditions de pêche, aux conditions du jour, à l'eau qu'on a devant soi. Et je pense que c'est le secret, et Romain et Didier ne me contrediront pas, c'est toujours s'adapter aux conditions du jour, le plus important à la pêche. Et c'est ce que les grands champions font facilement. Absolument, et c'est pour ça que c'est pareil. On m'écrit assez souvent, mais je comprends pas, j'ai pêché avec une amorce spéciale gardon, j'ai pris que des brèves, c'est pas normal. Il y avait marqué gardon sur le paquet, mais bon, c'est pour ça qu'il faut s'attacher beaucoup plus à l'aspect mécanique, couleur, pouvoir nuageant, tous ces aspects-là, plutôt qu'un hypothétique produit qui sélectionnerait telle ou telle espèce de manière systématique. Ça, franchement, ça n'existe pas. Même la fiente, un sujet que Didier adore, vous pouvez très bien faire des pêches de brème avec des avances avec de la fiente, parce que comme l'a expliqué d'ailleurs Jean Desquier hier lors de sa conférence, la fiente, le principal avantage, c'est que ça plaque l'amorce sur le fond. Donc ça lui permet d'avoir une amorce qui tient bien, même quand vous avez des passinés ou des passages de péniche. Et c'est pas lié à des espèces de poissons. Le gardon n'apprécie pas plus particulièrement la fiente que la brème, que la tanche ou qu'un autre poisson. C'est vraiment la mécanique. Donc on va faire intervenir maintenant Romain sur ces mélanges d'amorces du commerce. Ben moi je pense qu'il y a des bases d'amorces du commerce qui sont dénommées par des noms comme par exemple de l'amorce étang ou de l'amorce rivière. Et après on va avoir des noms poissons comme la carpe gros poisson ou alors de la brème ou alors de la gardon. Et je pense, pour ce qui me concerne, il faut éviter de mélanger par exemple, je vais dire 2 doses d'amorce brème et une dose d'amorce carpe et se dire, parce qu'on a mis de la carpe et gros poisson, qu'on va faire des gros gardons. Non, il faut rester cohérent là-dedans. Très souvent, les amorces brème sont faites avec des biscuits beaucoup plus riches, beaucoup plus gras et de la chapelure blonde plutôt que de la chapelure brune. Alors qu'à l'inverse, dans les amorces gardons, on va plus retrouver des biscuits beaucoup plus légers, beaucoup plus souple, moins collant, les amorces elles travaillent plus, et la base de l'amorce est plutôt souvent composée de chapelure brune, au lieu que ce soit de la chapelure blonde. Et après, donc, ce qu'on fait, on prend, par exemple, une dose d'étang, et on va pêcher les gardons en étang, on va prendre une dose d'étang, 2 doses de gardon, ou 2 doses de gros gardon. Si on souhaite que l'amorce elle travaille plus, eh ben on va inverser les doses. On va plutôt mettre une dose de gros gardon et on va mettre 2 doses d'étang. Voilà, donc il faut travailler comme ça, très très simple. Il ne faut pas, comme on disait au début, mélanger 10 000 produits ensemble, il n'y a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est rester très simple et pas se mélanger les pinceaux, et voilà. Ça reste un sujet très simple. Et le plus important aussi, dans tout ça, pour finir, et je pense que vous avez pas dit à l'inverse, les gars, c'est le mouillage de l'amorce. Comment on va la mouiller? Si on va la mouiller plutôt fort ou plutôt
moins fort, de manière à ce que ça diffuse différemment dans les couches d'eau. Ou si comme on dit, une pêche à splatcher, donc l'amorce explose en surface, et ben on va pouvoir le faire avec même une amorce à brème ou une amorce à gardon. C'est simplement là que vous allez intervenir sur le mouillage de l'amorce. Donc c'est à vous de mouiller l'amorce en plusieurs fois. Moi je recommande toujours 3-4 reprises et bien la tamiser pour finir. Et normalement on obtient des bons résultats. C'est vrai que là on rentre encore un peu plus dans le détail de la mécanique des amorces, parce que vous avez effectivement les composants de la recette qui vont jouer sur l'aspect collant, dispersant, etc. Mais comme l'a très bien dit Romain, il y a un autre élément, c'est la manière dont vous allez la mouiller. On sait très bien que par exemple pour la blette, on peut pêcher avec une amorce mouillée en soupe ou alors une amorce sèche, volontairement très peu mouillée. Dans les deux cas, c'est pour avoir quelque chose qui va éclater en surface, mais c'est pas forcément lié aux composants d'amorce que vous avez dedans. Je me souviens, j'ai déjà vu des championnats de France ou même des championnats du monde où les gars avaient préparé des amorces de fond et puis d'un seul coup ils se disaient mince, il faut que je me mette à pêcher la blette. Ils avaient que de l'amorce de fond, mais bon, il faut prendre des ablettes. Qu'est-ce que je fais? Ils prenaient leur amorce de fond, ils rajoutaient de l'eau, ils surmouillaient le tout, pour faire un peu de soupe. Donc finalement la recette c'était une amorce de fond. Mais simplement en la surmouillant, ça permettait d'avoir quelque chose qui éclatait vers la surface et donc de prendre des ablettes. D'ailleurs, c'était souvent assez bon parce qu'on prenait les plus grosses ablettes. Mais voilà, donc le mouillage, effectivement, là on va faire intervenir également tout le monde sur ce sujet, parce que le mouillage, c'est un élément vraiment fondamental dans la mécanique des amorces, tout autant que les composants même de votre recette. Donc on va faire à nouveau un petit peu le tour de la question avec les différents champions, donc Didier en premier. C'est vrai, le mouillage de l'amorce, ça reste vraiment très important, ce qu'a dit Romain. Moi, je conseille quand même, il faut y aller prudemment, puis vous la mouiller en 2-3 fois, hein, c'est plus important. Moi, ce que j'aime bien que mon amorce, moi, quand même, elle soit bien mouillée. Comme tout le monde sait, j'utilise donc du pigeon, donc l'amorce avec plaqué sur le fond. Moi, il y a une règle simple, c'est quand on serre la boule, on doit voir les empreintes des doigts derrière. Ça, c'est ma règle, c'est facile, comme ça, vous pouvez la mouiller pendant 2-3 fois. Une fois que vous serrez la boule, vous voyez les empreintes des doigts, des mains derrière. C'est que l'amorce, pour moi, elle est bien mouillée. Voilà, c'est une petite règle, c'est assez simple. Là, c'est pour les amorces de fond. C'est parce que tu cherches assez les gros poissons, donc tu veux pas une amorce qui travaille de trop. Non, mais le problème, c'est que moi, je commence à vieillir. Les antennes fines, je ne les vois plus trop. Alors, je pêche les gros poissons. J'essaye. Pour Alexandre, peut-être? Ouais, moi c'est un peu l'inverse de Didier au final. J'ai toujours tendance à pêcher avec des amorces un peu plus sèches. Alors, il a raison, et Romain aussi a raison, il faut toujours s'y reprendre à plusieurs fois pour mouiller l'amorce. C'est plus facile d'en rajouter que d'en retirer, parce qu'une fois qu'on a trop mouillé l'amorce, c'est trop tard, on peut l'acheter et c'est bon à mettre à la poubelle. Donc il vaut mieux y aller doucement. Je vous conseille d'utiliser une boîte mesure, comme ça on est sûr des doses qu'on ajoute petit à petit à l'amorce, et on est sûr de ne pas la louper. Il vaut mieux y aller à tâtons doucement, même s'il faut s'y reprendre à 5-6 fois, c'est pas grave, que d'en avoir trop mis la première fois et de devoir après galérer avec son amorce. Donc c'est mieux d'y aller petit à petit. Et après, concernant le mouillage d'amorce, je pense que vous nous mettez les mêmes produits à nous trois et on mouille l'amorce et vous voyez le résultat. Je pense qu'on va avoir trois mouillages totalement différents. C'est aussi propre à chaque pêcheur. On mouille les amorces de manière différente. Certains vont avoir des amorces un peu plus sèches, d'autres des amorces un peu plus mouillées. C'est aussi une habitude propre à chacun. Moi, j'ai tendance à utiliser des amorces un peu plus sèches qui vont travailler un peu plus rapidement. C'est pas pour autant que je vais attraper des plus petits poissons ou des moins gros. C'est juste une habitude et une manière de faire qui va différer. Donc, c'est peut-être dans le but d'attirer plus rapidement tout de suite, d'avoir des touches. Tout à fait, je pense que c'est plus facile de trier des poissons une fois qu'ils sont sur le coup avec les lignes, avec les sèches, que d'envoyer quelque chose qui n'attire pas, de rien attirer et après de devoir sélectionner. Donc, je préfère attirer les poissons et voir après que sélectionner avec quelque chose de collant, sous peine de ne pas les attirer du tout. Oui, puis en effet, on a parlé tout à l'heure de la double terre. Il faut voir qu'elle est quasiment jamais utilisée uniquement toute seule. Donc, l'une des stratégies des champions en général, c'est de jeter des boules d'amorce à la main au départ, avec peu d'èche, et ensuite de déposer cette fameuse double terre très riche en neige sur ce tapis d'amorce pour concentrer les poissons sur une zone beaucoup plus réduite. Donc effectivement, dans ce cas-là,
Une amorce peut-être pas trop mouillée peut faire un double effet, on va dire. Elle va avoir des particules qui vont se libérer assez rapidement, qui vont même stagner peut-être entre deux eaux, qui vont attirer les premiers petits poissons rapidement sur le coup. Mais ensuite, vous avez quand même votre double terre qui elle contient les èches, qui est vraiment calée sur le fond, et qui vous permettra ensuite de sélectionner les poissons. Donc vous pouvez faire un double effet, on va dire. Vous avez l'amorce pas trop mouillée, qui va travailler, qui va nuager, qui va avoir des particules un peu qui vont partir entre deux eaux, qui vont attirer les poissons rapides. Et puis ensuite, vous avez le garde-manger sur le fond pour fixer des gros poissons qui arrivent en général quand même après les petits. Ça peut arriver que ce soit les grands poissons, mais enfin, en général, c'est quand même les petits qui attirent les gros poissons, l'intérêt des gros poissons. Alors, Romain, peut-être sur ta façon de mouiller l'amorce. Voilà, donc bien évidemment, je mouille l'amorce comme Didier et Alex tous les week-ends. Mais j'ai eu la chance aussi, c'est pour ça qu'on va en parler maintenant, sur le mouillage de l'amorce, c'est le bon moment. J'ai eu la chance de voyager dans des pays, la Hollande, la Belgique, et faire des concours. Et on dit souvent, les Hollandais, les Belges, ils attrapent des gardons beaucoup plus gros que les autres. Mais en fait, ils se retrouvent sur des parcours où c'est vraiment bien. Ils ont des masses de poissons tellement importantes, ils ont des petits et des plus gros poissons. Et donc, eux, ce qu'ils font, ils mouillent l'amorce la veille. Donc ça, on en a déjà parlé, Nico, ensemble. Le mouillage de l'amorce la veille, donc c'est un pré-mouillage. Ça ne veut pas dire qu'on va mouiller l'amorce complètement la veille, mais c'est un pré-mouillage. C'est de manière à ce que toutes les particules, toutes les grosses particules surtout, soient bien imprégnées, et que le lendemain, vous avez juste un dernier mouillage à faire avec un petit coup de tamis, et l'amorce est prête. Et là, on a l'amorce qui est beaucoup moins active, et ça va éviter d'avoir ce qu'on fait tous les week-ends pour attirer des poissons rapidement en concours. Mais en partie de pêche loisir, ça peut permettre à certains endroits de sélectionner la taille des poissons, que ce soit pour les brèves quand il y a beaucoup de plaquettes, ou pour la taille des gardons aussi. Voilà, donc ça c'était les 3 astuces pour nous 3 pour le mouillage de l'amorce. Oui, effectivement, le mouillage, on en avait beaucoup parlé, parce que c'est très utilisé effectivement par les Belges et les Hollandais. Tu as tout dit, je vais juste rajouter un petit truc, si c'est en plein été, si vous mouillez le soir avant, vous pouvez mettre votre amorce dans un sac plastique, au frigo, dans un endroit frais, parce qu'il ne faut quand même pas qu'elle tourne, effectivement, avec la chaleur quand elle est mouillée. Elle pourrait risquer de tourner simplement pendant la nuit. Voilà, juste une petite précision. Alors, on va continuer les questions. Oh là là, ça serait, je vais commencer par monsieur, il est plus près, mais ce sera vous tout de suite après. Vous inquiétez pas. Bonjour, les amorces du commerce contiennent-elles des conservateurs comme le cas des bouillettes par exemple? On va laisser répondre les fabricants. Il demandait si les amorces, comme les bouillettes, contenaient des conservateurs. Donc moi je vais parler pour ce qui concerne donc les amorces Champion-Field. Alex vous répondra pour les amorces sans sas, mais donc en ce qui concerne les amorces du commerce Champion-Field, non, elles ne contiennent pas de conservateurs. C'est purement et simplement des farines, des matières premières simples broyées différemment et mélangées. Mais ça contient pas de conservateurs. Peut-être après, je sais pas, dans les bouillettes, oui, effectivement, il y a des conservateurs, mais dans les amorces sèches, non. Oui, la réponse est la même pour nous, mais par contre, il y a quand même des dates limites de consommation. Ça évite d'avoir des produits, justement ce que disait Didier tout à l'heure, d'avoir des produits qui sont plus frais. Donc, il y a quand même une date limite de consommation et l'amorce, c'est quand même préférable de l'utiliser avant cette date limite de consommation, évidemment. Didier, tu ne mets pas de conservateur? Non, moi je ne mets pas de conservateur. Juste une précision pour tout le monde, c'est possible de mélanger la Champion-Field et de la sans sas. Hein. C'est pas incompatible. C'est possible de le faire. Alors, je reprends l'autre question, pardon. Hop. Malgré les 50 ans de pêche, ça m'arrive de louper mon mouillage. Oui, ça m'arrive de louper mon mouillage, genre, qu'est-ce que je fais? J'ai pas plus de 20 kg d'amorce sèche. Et je en mélange. C'est pas bien ou c'est mieux que rien? Oui, malgré les 50 ans de pêche, ça m'arrive de louper mon mouillage de l'amorce. Donc, je garde toujours avec moi 1 kg d'amorce sèche. Donc, j'essaie de le rattraper, de le refaire. Est-ce que c'est mieux ou c'est mieux que rien?
Honnêtement, c'est pas l'idéal parce que vous allez remélanger des particules sèches, elles vont moins s'imbiber de l'eau, elles vont moins gonfler. Vous allez avoir des particules qui vont partir un petit peu dans la couche d'eau et tout. Le meilleur moyen, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'y aller vraiment petit à petit, quitte à prendre 5 fois, 6 fois, 7 fois, c'est pas grave. Vous obtiendrez au moins le bon mélange à la fin, plutôt que d'ajouter de l'amorce sèche pour assécher un peu le mélange. C'est préférable d'y aller doucement de la première fois pour obtenir le meilleur mélange. Oui, ce qui est peut-être important, monsieur, c'est d'utiliser une dose, comme ça vous ne ferez pas d'erreur. Peut-être que vous voulez mouiller peut-être trop vite votre amorce, et à mon avis, après vous remouillez, vous obtenez une pâtée, c'est pour ça que vous mettez de la sèche. Et moi, ce que je conseille, c'est, comme disait Alex, utiliser, si vous avez une boîte de mesure, vous l'utilisez tout de suite. Vous commencez avec 1 litre d'eau, vous allez doucement, ça dépend aussi de la quantité d'amorce que vous utilisez, mais moi ce que je conseille, c'est une dose, comme ça vous ne ferez plus d'erreur. Je rebondis justement pour 1 kg d'amorce sèche. Combien il faut que je prévoie de. Je suis casse-pied, hein, mais combien il faut que je prévoie de litres d'eau? Il faut à peu près 1 kg d'amorce. Ça doit varier en fonction des recettes, mais je ne pense pas que pour une amorce de fond, il doit y avoir quand même des différences. On ne passe pas de 1 à 2 litres par exemple d'eau pour 1 kg d'amorce. Donc, est-ce que vous avez une notion ou est-ce que, puisque vous parlez que vous utilisez des mesures, par exemple, quand tu prends 3 kg d'amorce sèche, est-ce que tu sais exactement combien d'eau tu mets dans ton premier mouillage? Et puis ensuite, bon, je sais que tu le fais plus au juger, en particulier Didier avec son éponge, là, tu mélanges, tu finis le mouillage, mais dans le premier mouillage, par exemple, parce que c'est là qu'on peut faire une erreur, en fait. Est-ce qu'il y a une quantité d'eau que vous mettez par kilo d'amorce sèche? Non. Bah, c'est vraiment variable selon les amorces qu'on utilise, hein, que ce soit des amorces de surface ou des amorces à gardon ou des amorces à brème, ça n'a rien à voir. C'est vraiment variable. Ça peut aller, je sais pas, comme ça, on va dire, ça peut aller de 1 litre jusqu'à 2 litres et demi d'eau, selon les amorces qu'on utilise. Plus il y a de chapelure, plus ça va gonfler. Mais moi, ce que je vous recommande pour vous, monsieur, par rapport au mouillage de votre amorce, c'est, par exemple, si vous mélangez 2 kg d'amorce sèche, il faut utiliser, on a parlé de la boîte mesure tout à l'heure, mais il faut prendre une boîte mesure assez petite, maximum 1/4 de litre, et y aller vraiment tout doucement, comme il disait Didier, y aller tout doucement pour le mouillage de l'amorce, pas prendre une boîte trop grosse. Et après, si vous utilisez régulièrement la même amorce, pourquoi pas pour vous, vous dire que vous savez que l'amorce elle est bien mouillée à partir d'1 litre d'eau pour 2 kg. Ça reste amusant. Et vous vous dites que la prochaine fois, directement en arrivant au bord de l'eau, vous pouvez déjà mettre 4 boîtes d'1/4 et ça fera 1 litre. C'est une astuce. Il faut bien tenir compte de ça, du mouillage de l'amorce. Alors, une autre question, voilà, ça s'active. Allons-y. Bonjour. J'aurais voulu savoir, est-ce que vous tamisez entre chaque mouillage ou vous faites un tamisage final? Alors, moi je suis un peu feignant maintenant, j'utilise de plus en plus le batteur et j'avoue que la plupart du temps je ne la passe même pas au tamis. Donc j'y vais petit à petit avec le batteur pour avoir quelque chose d'homogène, justement le mouillage en 4 ou 5 fois, et à la fin on obtient quelque chose qui est quasiment parfait. Je sais que Didier et Romain sont peut-être un petit peu plus perfectionnistes que moi sur ce point-là, et ils aiment bien tamiser le mélange à la fin pour avoir quelque chose de vraiment homogène. Mais moi j'avoue que maintenant avec le batteur je suis un peu trop feignant et je m'en sers comme ça. Est-ce que vous confirmez? Je laisse bien Didier sur le tamisage, tout au moins pour la pêche au cou, ça va bien de voir la chose, mais moi je vais parler surtout pour la pêche au feeder. Comment je procède? Je mouille fortement l'amorce la première fois. Donc, par exemple, dans 3 kg d'amorce, je vais vous dire il faut environ 2 litres d'eau, et je vais mettre directement 1,5 litre d'eau. Et ça, je parle de ça uniquement pour la pêche au feeder, pas pour la pêche au cou, on soit bien d'accord. Donc je mélange les 1,5 litre d'eau. Donc ça fait une amorce surmouillée, presque, je ne vais pas dire une pâte, mais presque. J'attends que ça gonfle, une demi-heure, 3/4 d'heure, et après je la tamise avec une grille de 4 mm. Comme ça me fait des petites billes d'amorce, et après je finis le mouillage, après l'avoir tamisé, et après je retamise. Donc pour la pêche au feeder, pour ce qui me concerne, je tamise 2 fois l'amorce, mais je mouille fortement la première fois pour obtenir les petites billes d'amorce.
et éviter que l'amorce soit trop volatile à la descente du feeder dans l'eau et que ça soit vraiment sur le fond que ça se passe. Parce que n'oublions pas que la pêche au feeder, c'est une pêche de fond. Donc je vais laisser Didier intervenir pour le tamisage pour la pêche au fond. C'est vrai que moi je tamise aussi l'amorce, mais comme j'utilise moi toujours du pigeon ébouillanté, c'est vrai que la première mouille elle est importante. C'est vrai qu'on obtient, avec la chapelure, on obtient quand même un pré-mouillage, ça fait comme une ligne presque pâte. Il faut bien laisser travailler, et après moi c'est vrai je passe aussi l'amorce au tamis. Mais moi je vous préconise d'utiliser des petites boîtes de mesure, comme ça vous ne ferez pas d'erreur. D'autres questions, j'ai vu. Ah, ici, je vais aller progressivement. Bonjour, une question. Est-ce que lorsqu'on ajoute de la terre à l'amorce, il faut mouiller l'amorce avant ou après l'ajout de la terre? Bonne question. C'est une excellente question. On reprend une heure de débat. C'est une excellente question et la réponse est toujours la même, il n'y a pas de règle, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. On peut l'incorporer après mouillage, par exemple de la terre de somme, on va mouiller notre amorce un petit peu plus que la normale et on l'incorporera dans l'amorce après. Donc là on va obtenir quelque chose qui est assez nuageant, qui va travailler beaucoup, qui va attirer rapidement des poissons. Si on l'incorpore avant le mouillage, on va obtenir quelque chose qui aura un effet mécanique encore différent, qui va beaucoup plus se plaquer au fond et qui va beaucoup moins faire travailler l'amorce. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de règle, ça dépend aussi de ce que vous voulez faire, et des conditions du jour, et des poissons cherchés, et de tout ça. Donc c'est tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte avant de mouiller l'amorce, et avant de se demander s'il faut la mettre avant ou après le mouillage. Donc il n'y a pas de règle. Quelle va être la différence, justement, si je mets ma terre dans l'amorce sèche et que je mouille l'ensemble, ou est-ce que je mouille mon amorce d'abord et je rajoute la terre ensuite? C'est quoi la différence en termes, toujours la même histoire, de mécanique? En termes d'effet mécanique, quand on va ajouter la terre de somme après le mouillage, on va obtenir quelque chose qui va rester très travaillant, qui va éclater et qui va nuager, qui va faire un fort nuage dans la couche d'eau. Si on incorpore l'amorce dans l'amorce sèche, la terre de somme, et qu'on mouille le tout, on va obtenir quelque chose de beaucoup plus compact, qui va moins diffuser les particules, qui va être plus plaqué au fond, et qui va beaucoup moins bouger dans la masse d'eau et dans le fond de l'eau. Donc ça dépend vraiment des conditions de pêche. Alors, il y avait des questions par là. J'arrive. Je suis à vous après. Moi, je voulais poser une question à Didier. Pourquoi ébouillanter la fiente? Ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo bientôt d'ailleurs. Ah ouais, alors là, c'est un sujet. Je connais un monsieur qui est en fond de la salle là-bas aussi, qui est un grand spécialiste, vraiment un des plus grands pêcheurs de gardons en France. Et aussi le monsieur de il a été aussi à l'école d'un certain Jean-Marie Poteau, si je ne veux pas. Et donc, non, mais utilisé, ouais. On a toujours, depuis, je crois que la nuit des temps, on a utilisé du pigeon ébouillanté. Après, rien de dire pourquoi, je ne sais pas si peut-être que l'un pourrait peut-être répondre à cette question. On va avoir l'intervenant, le pauvre, il s'est plongé au fond de la salle parce qu'il ne pouvait pas répondre. Allez, parle-nous un peu du mouillage de la fiente. Est-ce que déjà, toi, tu le fais avec l'eau chaude aussi? En fait, effectivement, on peut l'ébouillanter, on peut ne pas l'ébouillanter. Je ne pense pas qu'il y ait de. C'est une réponse de un peu. Non, je pense pas qu'il y ait de grosse différence. Bon. Après, on peut aussi l'employer sèche. Alors, moi, j'aime bien l'employer sèche. La problématique, c'est qu'il faut la faire sécher. Et ça, c'est compliqué. Il faut la retourner en permanence pour qu'elle ne se freine pas sur les journaux ou sur les tamis, pour l'avoir relativement sèche et ensuite la broyer. Moi, c'est quand même la meilleure. Et après, la mouiller ensuite.
Là, par contre, c'est beaucoup de travail. Et pour la pêche de loisirs, je ne pense pas que ce soit utile de le faire. Voilà ce que j'ai à dire. Ébouillanter, pas ébouillanter, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est qu'elle soit bien jeune et qu'elle sente mauvais. Parce que ça, c'est en fait on fait le contraire de ce qu'on veut obtenir. C'est-à-dire qu'on mélange à la force et on prend rien. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. Après, il y a des endroits où ça marche très bien, des endroits où ça ne marche pas du tout. Donc ça, ce sera à vous et faire des essais sur le parcours. Parce qu'il y a des endroits où effectivement on ne prend rien du tout avec eux. Attention, il faut vraiment être très prudent avec ce qu'on fait. Voilà. Après, ébouillanter ou pas ébouillanter, il y a plusieurs écoles. Moi, je vais essayer les deux. Il n'y a pas de différence notoire entre les deux. Je sais pas. Je vais intervenir parce que j'ai vu souvent Didier le préparer, c'est un fameux pigeon. En fait, c'est lui, comme il utilise beaucoup de fientes congelées, je pense que c'est aussi un peu plus pratique de verser de l'eau chaude comme tu l'as fait sur la prochaine vidéo, donc bouillant directement sur ton bloc de fiente, parce que comme ça décongèle plus rapidement. Ça joue aussi peut-être. Après, le fait de bouillir une amorce avec une eau un peu chaude, c'est pareil, c'est un point qu'a abordé hier Jean Desquet dans sa conférence. C'est vrai qu'avec une eau chaude, les particules ont tendance à se mouiller et s'imprégner un petit peu plus rapidement. Donc peut-être que ça joue aussi sur la fiente. Ce qui est important, comme disait Alain, la fiente, il faut faire quand même attention, c'est un produit. Il faut quand même, pour la pêche de loisirs, il faut vraiment passer du temps. Puis c'est important, il ne faut pas qu'elle sente la mouillette, sinon il faut vraiment pas vous déconseille. Pas la mettre du tout dans votre amorce. C'est un peu. Oui, c'est vrai que pour la pêche de loisirs, tout le monde n'a pas des pigeons dans une volière pour aller ramasser cette fameuse fiente. C'est vrai que c'est un produit qui est très utilisé donc, pour sélectionner la taille des poissons en compétition, mais pour la pêche de loisirs, on ne peut pas trouver chez son magasin de pêche la fiente à disposition. Donc c'est quand même un produit un peu particulier. C'est peut-être pour ça qu'il est auréolé aussi d'une certaine mystique. Ouais, certaines légendes. C'est un produit un peu mystérieux, mais bon, je pense que, comme Nicolas vous l'a dit, on va revenir dans une prochaine vidéo, dans quelques semaines, à un sujet sur le pigeon. Alors, il y avait une question par là, je vous oublie pas, c'est parti. C'était pour savoir, comme tout le monde sait gérer les amorces congelées. En fait, souvent, moi, je fais principalement du loisir dans page complète. Il y a de l'amorce. La question c'est, est-ce que vous ajustez juste après en mettant un minimum d'amorce, ou genre vous dites j'ai 1 kilo de congelé, je vais rajouter 1 kilo de sèche et après je remouille? Oui, c'est vrai que quand on décongèle une amorce congelée, elle a tendance à être toujours un peu surmouillée. Je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'il y a toujours la même quantité d'eau que quand on l'a congelée, mais c'est vrai que quand on la congèle, elle est souvent un peu comme ça, surmouillée, un peu trop collante. Donc, est-ce qu'il faut rajouter de l'amorce sèche pour récupérer un peu un mouillage correct avec de l'amorce congelée, ce qui est quand même un bon moyen de ne pas jeter l'amorce à la fin, elle reste efficace, même congelée, n'est-ce pas? Enfin, vous allez nous le dire. Oui, bien sûr, surtout pour de la pêche de loisirs, il n'y a aucun problème avec ça. Quand on va la pêche tout seul, on peut très bien conserver l'amorce et la mettre au congé. Donc ce que je conseille, si tu dois la mélanger avec un autre paquet, c'est remouiller un petit peu ton paquet à côté, un peu moins que ce que tu ferais, pour compenser le fait qu'elle soit un peu plus sèche avec ton amorce décongelée qui va être un petit peu plus mouillée. Mais mouille quand même un petit peu ton amorce sèche, ne l'incorpore pas comme ça pour que les particules puissent gonfler et tu auras quelque chose de plus homogène à la fin, ça sera toujours un petit peu plus facile à utiliser. Oui, en fait, donc quand on rajoute une amorce totalement sèche dans une amorce surmouillée, c'est pas très bon parce que jamais les particules sèches réussiront à attraper, on va dire, l'eau des particules trop mouillées pour que le tout s'équilibre. Il y aura toujours des particules trop sèches et d'autres un peu trop mouillées. Donc il vaut mieux effectivement déjà remouiller un petit peu les amorces sèches et les incorporer une amorce trop mouillée
l'équilibre se fait peut-être un peu mieux. Ouais, exactement. Ça va éviter que les particules de l'amorce sèche se diffusent complètement dans la couche d'eau et qu'on ait quelque chose de pas homogène du tout. Donc c'est quand même mieux qu'elle s'incline un petit peu d'eau à la base et remélanger les deux pour obtenir le bon mélange. Voilà. Alors Romain, peut-être, est-ce que tu utilises toi des amorces congelées ou est-ce que tu as utilisé ou qu'est-ce que tu en penses au niveau de la mécanique ou de la qualité? Et puis, est-ce qu'on peut congeler, tiens, je rebondis sur l'histoire des amorces congelées, est-ce qu'on peut congeler des amorces où il y a déjà des ailes dedans? Si j'avais des asticots ou même du fouillis, est-ce que je peux quand même la congeler ou est-ce que quand je vais la décongeler, les trucs ils vont pourrir, ils vont gâter l'amorce? Je sais rien. Bah, moi, je rejoins Didier et Alex aussi sur le point de vue de la fraîcheur des produits. Enfin, je ne vais pas dire qu'une amorce congelée ne fait pas une amorce fraîche, mais j'aime bien que l'amorce soit mouillée récemment. Et donc, je continue à dire, moi, personnellement, jamais l'amorce. Je préfère qu'il reste un petit kilo au moins à la fin de la partie de pêche. Je préfère la donner à manger aux poissons ou aux canards au bord de l'eau que la remettre chez moi pour la congeler. Voilà, donc moi je ne congèle pas mon amorce pour ce qui me concerne. D'accord. Didier, ça t'arrive d'utiliser de l'amorce congelée ou pas? Non, pas du tout. Bah, moi, comme tout le monde sait, j'utilise du pigeon et je ne veux pas trop jouer avec ça parce que je pense que, comme ils disent dans le Nord, ça pourrait être le brin en sortant l'amorce, en décongelant. Donc non, moi j'utilise pas du tout d'amorce congelée. Je pense surtout qu'il faut faire une grosse différence entre pêche de compétition et pêche de loisir. Un compétiteur, c'est vrai qu'il aura du mal à utiliser une amorce qui sort du congé, il préfère utiliser quelque chose de frais parce qu'il sera plus sûr du résultat. Par contre, c'est aucunement une honte de congeler son amorce pour aller faire un coup de pêche en semaine tout seul et ça sera aussi efficace qu'une amorce qui vient d'être faite quand on est tout seul au bord de l'eau. Il n'y a aucun problème avec ça, il ne faut pas avoir honte de ça. Mais est-ce que tu penses qu'on peut la congeler même si elle a des appâts dedans? Oui, bien sûr, on peut la mettre au congèle avec des sèches dedans. Il faut juste faire attention qu'elle ne tourne pas et que les pinkies ou les asticots ou le fruit qui soit dedans n'aient pas tourné avant. Mais si on la place juste après la partie de pêche au congèle, on peut la conserver et la décongeler. Il faudra juste faire attention au mouillage. L'effet mécanique sera un petit peu changé, elle va travailler un petit peu moins parce que les particules seront beaucoup plus imbibées. Donc l'effet mécanique ne sera pas exactement le même. Mais pour aller faire une pêche de loisir en semaine tout seul, ça permettra bien évidemment d'attraper les poissons. Alors, on va prendre peut-être une dernière question, je pense que ça on a dépassé. Non? Alors, c'est parti. Alors, c'est plus pour Didier, depuis des années, je suis sur les recettes d'amorce, et il s'avère que maintenant, on a de moins en moins de magasins de détaillants de pêche, et on a beau, il y a des produits qu'on a vraiment du mal à trouver, qu'on ne peut pas trouver. Quoi. Donc, sur certaines recettes d'amorce, ce serait possible de moduler un peu les produits pour que ce soit des produits de consommation courante chez le marchand arctique. Quel produit, par exemple, vous avez du mal à trouver? Je n'ai pas de recette exacte, de ce que déjà la viande, on ne la trouve pas. Puis il y a certains biscuits qu'on n'arrive pas à trouver. Donc moi j'ai deux détaillants d'articles de pêche, et pas de biscuits gaufrettes, c'est clair. Je sais déjà ce qu'il va vous répondre. Il achète les gaufrettes et qu'il les moule lui-même. Non. Moi, on dit biscuits gaufrettes, c'est biscuits galettes. Explique-nous les différences entre les différents biscuits. Romain aussi et Alexandre, parce que Romain, c'est des avances, on sait que les Belges et les Hollandais utilisent beaucoup les biscuits, contrairement aux pêcheurs plus français qui ont des bases d'amorce de chapelure. Les Néerlandais, les Flamands ont des amorces à base beaucoup de biscuits. Mais déjà, il faudrait parler c'est quoi le biscuit? Parce qu'effectivement, comme vous le dites, il y a les biscuits galettes, le biscuit sucré, le biscuit cornet de glace, le biscuit cigarette russe. Enfin bon, biscuit c'est vaste. Et c'est vraiment très différent en termes de richesse entre un biscuit sucré, effectivement, et un biscuit de cornet de glace. Vous savez, les petits cornets de glace là, qui s'effritent tout seul, ça n'a rien à voir au niveau ni nutritif ni mécanique. Donc, quel type de biscuit vous utilisez? Quelles sont leurs caractéristiques en gros? Et puis répondez à la question sur où est-ce qu'on peut trouver tous ces produits. Pour répondre aux différents biscuits, on va commencer par le plus léger, le plus light, le moins nourrissant, mais celui qui travaille le plus. Donc ça va être, pour vous donner une idée, c'est le cornet de glace, donc le cornet mais tout blanc. Et après on va avancer tout doucement, on va s'imaginer comme un cercle comme ça. Donc on a le cornet de glace, il y a le cornet de glace gaufré, qui est un peu plus brun, plus sucré.
et qui reste assez léger quand même. Après, on va avoir des biscuits beaucoup plus gras, comme la cigarette russe, ou d'autres biscuits assez gras. Et après, on va finir par le spéculoos, qui est encore un autre biscuit, mais encore plus gras, et très très nourrissant. Et donc là, celui-ci va être plus utilisé pour les amorces à brème et pour poissons. Alors que le premier qu'on a parlé, comme DJ parle souvent, c'est son biscuit coffret qu'il appelle, mais c'est de la galette. Et la galette, c'est le cornet de glace blanc, donc le plus léger. Donc on trouve souvent dans le commerce, quand on va au magasin, pour des grandes boîtes avec des cornets blancs pour faire des glaces à la maison, et ben c'est celui-ci dont on parle. C'est biscuit galette. J'utilise celui-là parce que je suis très gourmand, j'adore la glace. Et donc, ça veut dire que, pour répondre, je reviens toujours à la question, est-ce qu'on trouve du biscuit galette sans avoir à acheter mes propres cornets, les broyer moi-même? La pêche de loisir, on veut quand même pas trop se compliquer la vie, toi, évidemment, pour aller faire tes compétitions, tu es prêt à passer une journée entière à moudre tes produits pour avoir le truc vraiment parfait, mais bon, nous, on va pêcher tout seul au bord de l'eau, déjà, il n'y a pas trop de concurrents autour pour nous prendre le poisson, donc est-ce qu'on a vraiment besoin de s'embêter autant que ça? On préfère aller chez le détaillant, et puis trouver ce fameux biscuit. Mais est-ce que c'est bien indiqué d'ailleurs, biscuit galette, biscuit cigarette russe, etc., sur les paquets? Souvent, c'est pas très clair. Hein. Oh, si, maintenant, de toute façon, on peut trouver quand même chez tous les bons détaillants, il y a les farines de chez Championne Fille, il y a les farines compétition chez Sensas. Moi, j'aime bien utiliser, je vais me faire engueuler, j'aime bien utiliser des produits des amorces grandes, c'est pratique, il y a tout ce qu'il faut, mais on peut trouver quand même dans le commerce, c'est souvent biscuits sucrés, ou biscuits galette, ou biscuits farine, mais il y a quand même possibilité de trouver maintenant chez un petit peu tout le monde, c'est quand même, je crois qu'il y a SOS Apache, je ne sais pas si ça existe toujours. Si, ils sont sur un stand, effectivement, ils vendent beaucoup de farine comme ça. Mais je crois que vous l'aviez, après, je crois qu'il y a toutes les marques, hein, Alex. Il y a les farines compétitives. Moi, j'aime bien, c'est toujours pour côté fraîcheur, j'aime bien les farines compétition chez Sensas. C'est Romain, ils ont des très très bonnes farines aussi. Donc, je pense que maintenant, je ne sais pas, vous vous trouvez dans quelle région, monsieur? Alors là, c'est une région de l'Île-de-France, il y avait beaucoup de détaillants dans le temps, il n'y a plus grand monde, malheureusement. Mais je pense que non, il y a possibilité de trouver encore, monsieur. Je pense qu'on pourra vous aider après. Pardon? Bon. Ouais, mon cinéma, il n'y a plus grand chose. Hein. Après, il y a toujours Internet quand même. Mais c'est vrai que les frais port pour les avances, c'est toujours quelque chose d'un peu ennuyeux. En tout cas, vous avez effectivement chez Sensas et chez le Banque Biotique, vous demandez des farines au détail. Vous n'en avez pas que des recettes d'avances toutes faites. Ça a toujours été, je me souviens du catalogue Sensas il y a 30 ans, il y avait déjà une liste de 4 pages de produits. Dans tous les cas, si on peut faire une conclusion, les trois, bon, ils ont des moyens, des manières de mouiller peut-être un peu différentes, des choses comme ça, mais vous voyez bien que quand même, on retire de leurs propos là, à la fin de cette conférence quand même la simplicité. Quand on fait des amorces, on essaye de réfléchir, c'est quoi la situation d'abord. Je suis en face de ma rivière, de mon canal, de machin, j'ai combien d'auteurs d'eau? Est-ce qu'il y a du courant, pas de courant? Est-ce qu'il y a des bateaux qui passent, pas de bateaux? Quelle est la météo? Quelle est la saison? Est-ce qu'il fait froid, donc l'eau est froide, j'ai besoin d'une amorce peu nourrissante. À l'inverse, s'il fait chaud, l'eau est chaude, peut-être l'eau est hydratée. On n'a pas eu le temps de parler des couleurs d'amorce, on aurait pu en faire quelque chose pendant 1 heure. Mais bon, il faut d'abord analyser la situation, plutôt que de se dire à l'avance, je vais avoir mon amorce, de toute façon, dans cet étang, je mets toujours ça, sans se poser des questions. Si vous arrivez et que vous avez des vagues de 50 cm parce qu'il y a beaucoup de mouvement, n'hésitez pas à vous dire, bon ben voilà, ça veut dire qu'il va y avoir du mouvement d'eau, c'était pas prévu, mais j'ai un peu de terre de rivière, je vais rajouter un peu de terre de rivière, ou j'ai un peu de collant, je vais rajouter un peu de collant, de PV1.
Vous pouvez aussi essayer de prévoir ça, c'est-à-dire d'avoir votre recette de base, on va dire vos avances que vous aimez bien, soit vos recettes maison, soit d'avances sans sage, champagne fait, etc. Mais essayez d'avoir aussi dans votre sac un petit fond de PV1, un petit fond de terre de rivière, un peu de terre de sol, un peu peut-être d'argile grise, qui va vous permettre de moduler votre avance au tout dernier moment en fonction des conditions météo du jour ou de la présence de courant. Souvent en étang, les gens hésitent à utiliser des avances très collantes. Or, dans les étangs, il y a souvent beaucoup de courants et contre-courants qui sont dus au vent. Voilà, donc. Pour la raison, je voudrais juste finir pour la fin. Ce qui est important, c'est de bien garder la simplicité. Vraiment, vous ne prenez pas la tête, c'est le plus important, simplicité. Voilà, merci à tous pour. J'espère que vous avez appris de nombreuses choses.